texte qui parle de ce qu'on appelle le remembrement urbain. Aujourd'hui, il faut travailler ensemble et actionner ces volets réglementaires. C'est ce qu'on fait dans les secteurs agricoles à forte valeur ajoutée lorsqu'on parle du remembrement rural. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur le remembrement urbain et donc on ait plus de visibilité sur ce que va être notre plan d'aménagement, avec bien sûr les composantes foncières et surtout l'équité en la matière. Et en matière également d'accès à l'information, Mohamed Segal, avocat, spécialiste du foncier, micro, sur, peut-être rebondir sur ce qu'a dit Yousfi, où globalement on s'est dit, voilà, il y a une radioscopie diagnostique qui a été faite durant le premier panel, vers quoi tendre aujourd'hui. On voit bien qu'il y a toute une dynamique, une fois de plus, à différents degrés d'intensité par rapport à cet horizon de 30, en termes de cap et d'horizon. En même temps, est-ce que le secteur immobilier doit absolument enclencher cette dynamique? Et si oui, comment? Oui, en parlant justement du cadre légal et juridique du secteur immobilier, il y a eu prendre en considération un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, la première question, comment on fait les lois sur l'immobilier? Question de méthodologie, qui prend les décisions, qui vote les lois, qui prend les lois? Parce que tout à l'heure, on a beau critiquer la réglementation des normes, et la grande question, qui fait ces lois? Si le gouvernement fait des projets, c'est pour qu'ils soient soumis au Parlement. Finalement, ce sont les représentants du peuple. Donc ça, c'est un problème, question méthodologique. Comment on fait les normes juridiques? Ça, c'est un problème. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous prenez par exemple les lois de finances, et on sait que les lois de finances sont établies par le ministère des Finances, même s'ils sont votés par le Parlement. Alors que les lois de finances, ce sont des lois qui contiennent des normes juridiques. Tout à l'heure, Stéphane Laoui, vous avez beaucoup parlé de l'article 139. Et l'article 139 du CGI, c'est une norme juridique. Mais c'est une norme juridique qui impacte l'économique, qui impacte la société aussi. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, si vous prenez par exemple la simulation, SORIA, quelqu'un qui fait une simulation sur le prix, ce qu'on appelle communément le noir, c'est-à-dire ce qu'on paye sur la table. Pour le Code général des impôts, c'est une fraude fiscale. Et la sanction, c'est quoi? C'est la nullité de l'acte. Alors que dans le DOC, la norme générale de base, ce n'est pas une fraude. La sanction, ce n'est pas la nullité. C'est le regrettement. Parce que si vous dites que l'acte est nul, sur quelle base vous allez redresser? Puisque l'acte est nul, et on sait, bon, je suis en train de parler juridique, l'article 306 du DOC, il dit qu'un acte nul ne produit aucun effet juridique. Ça veut dire que l'administration fiscale n'a pas le droit de redresser un acte qui n'existe pas. Ça, c'est un problème. Donc, le problème que nous avons, c'est un problème méthodologique. Comment on fait les lois? Je vais vous donner un exemple. Prenez par exemple les conservations foncières et les conservateurs de la propriété foncière. Nous avons à peu près au Maroc 53 agences de la conservation foncière. C'est des bureaux. 53. Bien, vous avez 53 droits immobiliers. Chaque conservateur a ses propres lois. 78. Eh bien, nous avons 78 codes immobiliers. Je vais vous donner un exemple très simple. Les prénotations. Je pense que la bête noire des notaires, ce sont les conservatoires, les prénotations. Eh bien, pour radier une prénotation, chaque conservateur a son propre code. Sa lecture. Sa lecture. Et pourquoi? C'est quoi le problème? C'est quoi la raison? C'est la responsabilité personnelle des conservateurs. C'est un texte qui date de 1913 et qui n'a pas été modifié. Si vous dites un conservateur procède à la radiation de la prénotation parce que l'action en justice a pris fin, je suis désolé, ramenez-moi une décision du tribunal. Vous lui dites, l'action a pris fin. Voilà la clé de la Cour de cassation, c'est-à-dire le bout de chemin. Il va vous dire, je suis désolé,
je ne peux pas radier parce que je suis responsable personnellement. Eh bien, il faut déjà commencer par un peu revoir, modifier la législation. Entre autres, l'article 97 du CIF, le Code de l'immatriculation foncière, qui rend le conservateur personnellement responsable, et ça n'a aucun sens. Aucun sens. Parce que l'administration doit être déclarée responsable, et non pas le conservateur. Donc il faut quand même protéger le conservateur pour qu'il puisse prendre des décisions qui soient objectivement acceptables. Donc ça, c'est un grand problème. Si on voudrait donner un autre exemple, prenez par exemple le problème du contentieux fiscal. Vous avez des commissions locales, régionales, nationales, vous avez le tribunal administratif, vous avez la cour d'appel administrative, vous avez la chambre administrative. Mais finalement, qui prend les décisions? Les commissions locales, quelle est la nature juridique de ces commissions? Quelles sont les décisions? Est-ce qu'elles sont contraignantes? Est-ce qu'elles ne sont pas contraignantes? Alors, il y a un problème, je dirais, de contradiction entre les lois. Et ça, c'est un problème que normalement, qui doit relever. Tout à l'heure, si Benjamin, il a parlé justement d'une journée sur l'immobilier, c'est une excellente idée s'il y a des recommandations qui peuvent parfaitement amener justement à faire des modifications au niveau de la législation. Il faut rendre la loi, la norme juridique positive. Il faut que, parce que la norme juridique, c'est quoi? Elle assure une fonction sociale et elle assure une fonction économique. Alors que ce n'est pas le cas. Je peux donner beaucoup d'exemples, je dirais, d'anormalité, donc de la pratique juridique judiciaire en matière immobilière. Et chez BK, on va passer au banquier, au financier, directeur du pôle commercial marketing ou affaires immobilier sur tout ce qui a pu être dit. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur tout ce qui a été dit ou sur cette dynamique en matière de perspective, en tout cas pour le secteur de l'immobilier? Merci Safina, oui, merci infiniment Sergio qui a toujours œuvré pour faire avancer la profession et surtout pour la mise à niveau, pour qu'on puisse davantage accompagner cette évolution que connaît le pays, surtout avec des échéances extrêmement ambitieuses et auxquelles il faudrait se préparer avec toute l'expertise qu'on a pu capitaliser durant ces 20 dernières années. On a vécu quand même des modèles pertinents qui ont permis quand même une création de valeur. Le secteur BTP n'a jamais aussi été plus dynamique qu'on l'a connu durant ces 20 dernières années. Juste pour nuancer l'image et l'ambivalence dont on a eu tout à l'heure un échange pour apporter quelques réalités qui peuvent apporter un peu plus d'éclairage à cette dynamique que le marché marocain. En tout cas, particulièrement le secteur de l'immobilier, pour penser qu'il y a un paradoxe. D'un côté, toutes les contraintes dont on a fait part, mais de l'autre côté, on voit des chantiers partout, des grues partout, des pôles urbains qui se développent, des exemples, des expériences urbaines extrêmement intéressantes et uniques. On a qu'à voir par exemple sur la place de Casablanca, le nouveau quartier d'Alpha, le succès qu'il a connu, en plus dernièrement la zone de Znata, avec toute la réussite au niveau commercialisation. Et donc tout ça pour dire que, attention, à un moment donné, il faut avoir une lecture un peu plus profonde pour bien décrypter la dynamique. Alors, tout à l'heure, on a pointé du doigt l'indicateur de la baisse du nombre de transactions, et je suis tout à fait d'accord. Après, la baisse des nombres de transactions, elle est liée à un segment du marché, qui est le segment du social. Là, on est d'accord, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un changement de dispositif au niveau du segment du social. On est passé sur un nouveau dispositif qui a besoin d'adaptation, qui a besoin d'une offre. Maître Tsedlaoui a bien pointé du doigt la sortie d'une nouvelle génération de projets que nous trouvons extrêmement inclusifs dans la mesure où
ce n'est pas uniquement les grandes métropoles maintenant qui en bénéficient de DEM2, mais c'est principalement les villes moyennes, les petites villes. Et d'ailleurs, dans le classement des villes qui génèrent le plus DEM2, nous retrouvons Fès, nous retrouvons Kenitra, nous retrouvons Kenitra, Oujda, des villes qui n'avaient pas autant de dynamisme auparavant. D'un côté, deuxième point, qui est aussi important, c'est là où on a parlé tout à l'heure, ça a fait booster aussi la petite promotion immobilière. Parce que toute l'euphorie et tout le dynamisme qu'on a connu était concentré sur un groupe d'opérateurs. Maintenant, on est sur un dispositif beaucoup plus inclusif et que même la petite promotion immobilière trouve un espace pour pouvoir trouver du foncier, le mobiliser, développer des projets immobiliers et trouver des acteurs qui seraient quand même intéressés à travers un dispositif qui est quand même assez ambitieux. Donc tout ça pour dire que la dynamique du marché, peut-être, elle a pris une sorte de ralentissement et pour mieux rebondir au niveau du social, maintenant, il faut aussi lire les évolutions en termes de montant. Quand on voit les chiffres de Banque Maghreb sur les crédits acquéreurs, nous voyons très bien l'évolution de 2,5. Oui, on n'est plus dans les évolutions à deux chiffres, mais c'est une évolution. Par rapport à avril, le dernier rapport avril 2025, c'est 2,5 d'évolution par rapport à avril 2024. C'est une réalité. Si on voit aussi le deuxième véhicule qui est aussi très parlant pour nous, c'est l'encours CPI, financement de la promotion immobilière. Vous savez très bien que la période post-Covid, on a connu énormément d'activation, de déstockage, comme on les appelait tout à l'heure, pour pouvoir partir sur une nouvelle génération de projets immobiliers. Parce que le comportement, les promoteurs immobiliers sont conscients qu'il y a un changement majeur au niveau des comportements. La demande a changé. Il y a des mutations profondes au niveau du choix du bien. C'est des choses que vous avez anticipées, c'est intéressant ce que vous dites. Voilà. Okay, c'est pour ça que je suis intéressant d'avoir un financier, un banquier autour présent dans un panel. Un, vous êtes en train de dire, si j'ai bien saisi, parce que moi je suis l'intelligence moyenne, la baisse de 30% de transactions n'a pas d'effet au niveau des indicateurs bancaires, distribution de crédit, parce que je rappelle que les encours du secteur immobilier, c'est à peu près un tiers des encours globaux. Vous avez moi. Donc il n'y a pas d'impact d'effet élevé là-dessus. Hein, c'est ce que vous dites, donc ça c'est. Et deux, est-ce que ça veut dire aussi que ce qu'on a vécu avec cette croissance à deux chiffres de distribution globale de crédit, il y a une forme de régulation aujourd'hui, il y a un nouveau effectivement, il va falloir s'habituer, parce que peut-être les promoteurs immobiliers des marges moins importantes, et que la distribution de crédit et d'encours pour le secteur de l'immobilier ne soit plus à deux chiffres, mais soit sur des tendances de 1, 2, 3%, c'est-à-dire des tendances qui répondent à des standards internationaux. Est-ce que c'est ce monde-là dans lequel nous sommes en train de pénétrer? C'est un modèle qui s'installe désormais, qui prend en considération une nouvelle exigence de l'acquéreur. Désormais, maintenant, la nouvelle génération de projets immobiliers post-Covid, ça répond à certaines exigences. S'il n'y a pas de meilleure prestation, s'il n'y a pas des cahiers de charges qui sont respectés, l'acquéreur est très regardé par rapport à la qualité des logements livrés. Et donc, déjà, c'est une caractéristique du comportement actuel. Maintenant, même sur la cadence et les cycles de commercialisation, et bien, quand on a remarqué que sur les projets pertinents, et bien, les promoteurs connaissent quand même une commercialisation assez rapide. Il y a pas de bons produits, ça se commercialise. Et donc, désormais, il y a un changement de paradigme. Les projets avant Covid, ils répondaient à une particularité de marché. Maintenant, on est parti sur de nouvelles demandes, avec de l'exigence, avec de nouvelles orientations, qui fait que les promoteurs, ils ont pu quand même
comprendre, décrypter cet environnement et sortir des projets qui sont adaptés. Est-ce que vous savez dans le GPK en fait, la véritable crise, elle n'est pas au niveau de la demande, elle n'est pas au niveau de l'offre, mais dans la crise, dans l'incapacité pour les promoteurs, les acteurs, d'avoir anticipé le changement de comportement des primo-acteurs. Et que la véritable crise, en tout cas vous, le curseur, vous le mettez là. Effectivement, au niveau de la demande. C'est un changement de paradigme au niveau de tous les opérateurs. C'est pourquoi, encore une fois, je remercie Sergio, parce que il faut qu'il y ait une mise à niveau au niveau de tous les acteurs, tout l'écosystème. Il faut qu'on puisse avancer, parce que on est à la veille de grands chantiers qui vont permettre quand même au secteur immobilier de prendre un nouvel élan. Et donc, il faut qu'on puisse monter en expertise, en compétences, en process, en digitalisation, avec toute la dose de sécurité, bien entendu, de professionnalisation. Et donc, c'est dans ce cadre que je trouve que cet échange, il est très intéressant. Comme le précédent, effectivement, d'ailleurs, cet échange est tellement intéressant qu'on va le poursuivre. C'est Mohamed Hello. Par rapport à ce qui a pu être dit à la fois par les Yousfi, à la fois par Mohamed Segan et à la fois par Najib Kay. Est-ce que voilà, aujourd'hui, en fait, on est face à une réalité qui nous échappe au niveau du secteur immobilier et que la traduction qu'on fait, je crois que c'est Mehdi Fakir d'ailleurs qui disait, on regarde trop le secteur de l'immobilier avec des lunettes et de l'optique, en fait, pas forcément, un peu dépassée, mais plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. Je partage l'avis de mes collègues. Ce que je pourrais dire, c'est est-ce qu'on peut savoir est-ce qu'il y a une crise ou pas? Ça, c'est un élément très important. Moi, j'avais soulevé que si on peut vraiment avoir des statistiques, parce que quand je parlais de la conservation, ça ne marche pas. Donc, je demande officiellement à l'AIC de nous donner des statistiques. C'est-à-dire que les statistiques, et qui peut les donner, c'est l'enregistrement. Je voulais que l'enregistrement nous donne des statistiques sur le nombre d'appartements, le nombre de villas, le nombre de terrains, avec les valeurs, parce que c'est eux qui ont l'information. Actuellement, même au niveau du ministère de l'Habitat, on n'arrive pas à le voir. Alors, on doit parler de l'observatoire. L'observatoire, on peut le prendre au niveau de l'enregistrement. On mène à tous les éléments. Et chaque produit avec sa valeur. C'est comme ça se passe en France. En France, l'année 2025-2024, on a vendu 80 logements avec telle valeur. Alors, le point, c'est comme ça qu'on peut analyser, on peut faire un benchmark et dire que est-ce qu'il y a de crise ou pas de crise. Maintenant, je vais parler justement du plan d'aménagement et les terrains qui sont maintenant en œuvre. Le plan d'aménagement de Casablanca, il est vétuste, à chaque fois on a. Peut-être qu'il y a des régions comme El Hassani, ils ont fait sortir un plan d'aménagement. Et puis, il faut qu'on sache que le cahier de la TNB, c'est très important. Il faut arrêter la spéculation. Les gens achètent des terrains, même des terrains industriels, parce qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas parlé des terrains industriels, logistiques. Il y a des investisseurs qui veulent aller dans ce domaine. Mais malheureusement, les prix sont excessivement chers, parce que les gens spéculent. Il y a une bonne initiative de la DG, c'est que maintenant, actuellement, on a fait dire dans les structures qui sont organisées, plutôt infrastructures, etc. On va passer à 30 000 dirhams, plutôt à 30 dirhams le mètre carré. En plus, qu'est-ce qu'il y a encore pour ce phénomène? C'est pour justement éviter la spéculation. Il y a des zones, je parle aussi des zones industrielles, ils ont été sur le terrain. Malheureusement, les gens achètent des lots. Et je ne vais pas parler du programme de Mouskoura, etc. On ne va pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore comme élément de base? La prescription. Parce que avant, quand on dépasse 4 ans, on transfère les dernières 4 ans. Ça, je trouve qu'actuellement, je pense que la DG a pris des mesures adéquates à ça. C'est-à-dire que celui qui doit payer tant, il doit le payer. On ne va pas faire un réclame. Il doit payer ce qu'il doit payer depuis qu'il a acquis ce terrain. Je pense avec ça, parce que nous, actuellement, on a des problèmes de vente. Les terrains sont excessivement chers, le foncier. Il existe le foncier. Personne ne me dit le contraire, c'est que le foncier existe. Mais il est trop cher. Maintenant, il faut trouver des moyens. Le moyen de d'augmenter la taxe. Par la TNB.
les gens vont commencer à vendre. Il y a le problème des héritiers. Il faut taxer les gens pour qu'ils puissent vendre. Et là, il y a des choses qu'on doit revoir. Mais s'il n'y a pas de réforme, on ne peut pas aller. S'il n'y a pas de réforme réglementaire, c'est politique. Moi, je dis que la politique doit faire son travail. Parce que c'est qui décide, c'est le législateur qui décide. Et comme on a dit, il faut qu'on crée un forum et même un congrès national qui peut justement rassembler tous les écosystèmes et on pourrait discuter et se décider de son enregistrement. Et on pourrait peut-être, c'est lui qui va nous guider, qui va écouter toutes les recommandations. On peut parler de location. C'est un problème de location. J'avais proposé des assurances sur les loyers à payer pour qu'on évite justement les problèmes. Il y a 40 000 logements qui ne sont pas loués, qui sont vides. Il y a les RME qui ont acheté des logements, mais malheureusement ils ne peuvent pas louer parce qu'ils ne font pas confiance. Et j'ai proposé Encadrer la location. sur les loyers à payer. Personne n'a voulu le faire. On avait constaté, on avait même contacté les grandes compagnies d'assurance. Parce que le phénomène existe en France. Il y a deux marques d'assurance sur les loyers à payer. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ce phénomène qui peut justement encourager la location. Dernièrement, j'ai entendu dire à travers la presse que le ministère de l'Habitat est en train de préparer la location intermédiaire. Je ne vois pas de location intermédiaire à Feshnaya. Parce qu'au niveau de la location, il y a des réformes qu'il faut faire. Il y a beaucoup de réformes. On a l'assurance, on a des choses à la fiscalité. Ils peuvent même baisser tout ce qui est revenu locatif. On doit revoir ce qui peut être payé, etc. Donc, je pense que. On reviendra là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a le troisième élément. Oui. Si on ne réglemente pas la profession et le noyau dur, ça fait depuis 2014 qu'on a proposé le projet de 2014 avec Sina Akouel, le ministre de la. Micro. S'il vous plaît. Excusez-moi. Depuis 2014, quand le ministre Sina Akouel était ministre, on avait proposé, on a fait une proposition de loi. On y va et bien, on a étudié son projet. Et puis il est parti en 2017 au secrétariat du gouvernement. Voilà, aujourd'hui, il est là. Il y a Mme Monsori qui nous a promis que ce projet va passer au conseil du gouvernement pour qu'il passe au Parlement et le Ok, ben on reviendra là-dessus. Simplement de se dire, voilà, on est en 2025, premier semestre 2025, on va basculer l'été, plutôt pour partir tous en vacances. Et puis c'est la rentrée, c'est la canne qu'on va accueillir dans notre pays entre mi-décembre et mi-janvier, on va basculer sur 2026. C'est qu'ensuite on aura le cluster 2030, ce sera 3-4 ans. Donc les choses risquent de s'accélérer et d'aller très vite. Et ma crainte, si vous permettez juste de réagir à c'est que le secteur de l'immobilier reste un peu à quai. Et sur le quai, parce qu'il y a tellement de sujets, il y a des maturités qui sont inégales entre les différents opérateurs, différents acteurs. Est-ce qu'il n'y a pas déjà la nécessité de se mettre d'accord, d'accorder ces violons et de se dire attention, l'horloge est contre nous pour le secteur de l'immobilier pour qu'il puisse renouer avec la dynamique. Et aussi. Quel est votre point de vue là-dessus? Il faut dire que si on dépasse une année, la Coupe du Monde 2030, on ne peut pas investir. Si on dépasse une année, on ne peut pas construire Micro. on ne peut pas construire des projets immobiliers pour répondre justement aux besoins de la population qui va venir au Maroc. C'est justement dans ce sens, parce que nous allons citer un chiffre, c'est entre 1 ou 2 millions de visiteurs d'ici 2030. Et je me dis que ça va tout aller très vite, certainement, à partir de l'automne prochain. Maintenant, il faudra distinguer entre deux choses. Il y a les infrastructures autoroutières, ferroviaires, sportives, qui connaissent une vitesse incroyable dans leur réalisation et qui intéressent tous les acteurs qui sont dans l'immobilier. Je peux donner l'exemple de ma profession. Aujourd'hui, mes collègues sont beaucoup plus orientés à travailler dans ces projets, qui sont des projets qui ont des financements clairs, qui sont dans le cadre de cahier de charges clairs, dans le cadre de commandes publiques, avec des administrations publiques, que de rester sur des projets immobiliers qui connaissent un certain ralentissement. Donc on est dans une autre dynamique, dans une dynamique publique, dans des projets publics qui ont des financements clairs et qui sont échelonnés sur 4 ou 5 années avec des phasages qui sont aussi clairs. Et donc du coup, ça exige du secteur privé que je représente, l'ingénierie topographique, une dynamique dans l'investissement
dans la formation continue. Alors c'est de ça, donc c'est les projets qui poussent le secteur privé à se mettre à niveau, et donc les projets publics créent cette dynamique et donc de la vitesse au secteur privé et donc, si vous voulez, l'investissement au sein de nos structures privées. Parallèlement, quand vous dites est-ce que l'immobilier suit ou pas, ça c'est la grande question, mais je pense que les pouvoirs publics ont une responsabilité pour cela. Donc il faudra ouvrir les chantiers et surtout la réglementation, c'est très important. Il faut passer à la vitesse supérieure en matière de réglementation. Tout à l'heure j'ai parlé de remembrement urbain, je pense que c'est l'occasion de travailler sur ce genre de projet. Vous avez parlé de l'immatriculation foncière aujourd'hui, elle n'englobe pas tous les territoires. C'est vrai qu'au niveau urbain, elle atteint des pourcentages importants, mais dans les zones périphériques des villes, l'immatriculation foncière, qui n'est pas obligatoire, malheureusement, n'atteint pas ces objectifs. Et du coup, il y a un foncier très important qui n'est pas immatriculé, qui ne peut pas être soutenu par les banques et qui ne peut pas intéresser les promoteurs parce qu'il y a une réglementation, parce qu'il y a une procédure trop longue pour pouvoir immatriculer ce terrain. Donc, il faut pousser la réflexion, comment intégrer ce foncier qui est disponible dans un foncier qui est viable et qui peut soutenir des projets intéressants. Oui, je vous regarde là-dessus. Si vous permettez, Oui. C'est la question de la prescription. Aujourd'hui, avec le quitus Kalam, il n'y a plus de prescription. 4 années n'existe plus. Parce que si vous voulez obtenir votre quitus, vous êtes obligé de payer. Même s'il s'agit d'impôts ou de taxes prescrites. Ça, c'est un problème. Alors là, on est en train de priver le citoyen d'un droit. Le droit à la prescription. C'est un peu du chantage juridique. Vous voulez avoir le quitus, on n'a qu'à payer. Là, c'est un problème. Deuxième chose que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le problème des espaces verts. Plan d'aménagement, les espaces verts ne sont pas indemnisés. C'est par exemple, dans le plan d'aménagement, votre terrain est affecté par, je dirais, une servitude d'espace vert. Vous ne pouvez pas avoir droit à l'indemnisation. Là, c'est un problème constitutionnel. Parce qu'on ne peut pas priver une personne de sa propriété privée avec ses codirants. Ça, c'est un problème. Autre point qui est très important, ce sont le problème du calcul du risque juridique en matière immobilière. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de calculer le risque juridique dans le secteur immobilier? Surtout s'il y a un contentieux. On ne peut pas faire de prévision. Pourquoi? Parce que le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un problème, tout d'abord, de réglementation tentaculaire. Et la plupart du temps, ils sont contradictoires et anachroniques. D'ailleurs, je donnais l'exemple de certaines interprétations qui sont faites par les conservateurs. Au lieu de régler le problème en 48 heures, vous allez vous retrouver au tribunal administratif, tribunal de première instance, pour régler le problème. Cela veut dire que si vous êtes au tribunal, c'est parti pour très longtemps. Ça, c'est un problème. Alors, aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'un promoteur, est-ce qu'un investisseur, est-ce qu'un entrepreneur est capable de calculer le risque, chose qui n'est pas du tout évidente. C'est pourquoi je vais rebondir sur la grande question, ce qu'on appelle aujourd'hui les marques. Les marques, c'est-à-dire les modes de résolution des conflits. Les marques, c'est-à-dire les modes alternatifs. On peut parfaitement imaginer des solutions parallèles au contentieux judiciaire. Au lieu d'aller au tribunal, on peut parfaitement. D'ailleurs, l'administration fiscale en a donné quelques exemples. Par exemple, les consultations fiscales préalables. Ce n'est pas tout à fait une marque, mais c'est un moyen pour résoudre le problème tout de suite, au lieu d'attendre que le problème se déclenche par la suite. Les consultations préalables, c'est une très bonne chose, mais il faut la formaliser. Pourquoi? Parce que les consultations préalables dans le cadre du Code général des impôts, c'est toujours des décisions discrétionnaires de la part de l'administration fiscale. C'est-à-dire que vous allez demander une consultation, il faut dire voilà, combien vous allez payer. Est-ce que vous avez le droit de contester? Ça, c'est un problème. Alors, il faut essayer de développer ces moyens, que ce soit en matière fiscale, que ce soit en matière immobilière de manière générale. Et là, on peut gagner du temps
on peut bien sûr calculer aussi le risque, et essayer donc de contourner un certain problème juridique. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'un côté avoir un rythme de croisière pour régler ce type de point de vue réglementaire, c'est tout ce qui est un peu, vous avez qualifié d'anachronique, et en même temps d'accélérer. Donc de manière à faire émerger ce secteur dans les radars de l'investissement et de la dynamique globale. Parce que l'impression qui se dégage aujourd'hui, c'est un secteur de l'immobilier en fait qui est rongé aussi par différents freins et qui n'arrive pas à régler par manque de maturité, par manque de concertation, par manque de beaucoup de choses. Alors que les enjeux sont peut-être ailleurs. Oui, mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème d'imagination, de création. Parce que tout à l'heure, on a fait la remarque et la comparaison entre les lois anciennes qui n'ont pas changé depuis 1913 et des lois qui changent chaque année. Vous avez la loi la plus dynamique dans l'histoire du Maroc, ce sont les lois de finances. Chaque année, vous avez une nouvelle loi. Alors, c'était oui. Il nous a donné l'exemple de cette loi qui a démarré en 2020, qui a été changée 2 années après, sans aucune garantie. Alors, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de la création d'images. Mais qui doit être derrière? Qui doit être derrière? Le problème, c'est qu'on n'a pas de lobby. Les lobbies n'existent pas, juridiques n'existent pas. On attend que des lois viennent pour nous donner des solutions, alors qu'on peut parfaitement proposer, par exemple, des modes de résolution des conflits, que ce soit avec les conservateurs, que ce soit avec l'administration fiscale. Au lieu d'aller au tribunal, s'éterniser au tribunal, on peut parfaitement régler des problèmes pour des délais très brefs. C'est très important. Najib Mikaël, là-dessus par rapport à l'impression que j'ai, quand même à la lumière de ce panel, c'est un propre ressenti, parce que quand on est modérateur, entre humains, on a un ressenti. En fait, il y a 2 horloges différentes. Il y a un secteur immobilier avec des réalités, où il faut arriver à solutionner, et puis un autre enjeu de projeter ce secteur-là dans un horizon au moins le mettre sur les rails, en fait, d'une vraie dynamique, la dynamique qu'il a connue sans aucune nostalgie il y a une quinzaine d'années. Exact, je vous rassure, oui, la dynamique est déjà là. Les autorités ils sont en train de faire des jeux doubles pour mettre en place une cadence. Et nous pouvons prendre comme exemple, je pense connu par tout le monde, c'est par exemple le programme de recasement de bidonville, où tout l'écosystème s'est engagé à faire loger 62 000 ménages d'ici 2028. Donc tous les acteurs sont engagés, et le privé, à travers des conventions tripartites avec l'État, les promoteurs privés, mais aussi les banques, pour pouvoir augmenter la cadence et essayer de résorber justement ce potentiel qui est imminent. Après, pas que. Il y a d'autres projets qui voient le jour, accompagner toute la dynamique nationale, que ce soit sur l'infrastructure sportive, en termes d'accompagnement, hôtellerie, de services, et toute l'infrastructure autour, mais aussi sur une amélioration, je dirais, du pouvoir d'achat qui a fait défaut justement pour cette période post-Covid. Je pense que sur les différents secteurs d'activité, on voit quand même un peu plus de dynamique en termes de visite de chantier, de réservation. Maintenant, c'est vrai, le comportement a changé, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'hésitation, et c'est que tout simplement les gens sont exigeants, cherchent la qualité, mais je pense que c'est ce qu'on était en train de dire, ça passe forcément par un écosystème où il y a les procédures. Mais par rapport à ce que disait précédemment Youssou, disait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie dynamique, la vraie dynamique, quand on juste le micro, je voudrais faire réagir à ce que disait précédemment Youssou, il y a une vraie dynamique, la collectivité s'est organisée, une planification, on sait qui doit faire quoi, avec une vraie visibilité sur les 23-4 prochaines années. Ça veut dire que pour le secteur immobilier, il y a une nécessité, pour urgence, de réorganiser en fait, le secteur avec une offre immobilier, c'est-à-dire une offre globale en fait, qui soit parfaitement visible pour intégrer la commande publique. En fait, ça se régule déjà avec 2 composants.
j'insiste, il y a des changements au niveau du comportement. Et donc forcément, la promotion immobilière, les promoteurs, les projets immobiliers s'adaptent de plus en plus à cette particularité. Nous avons vu ce qui s'est passé après Covid, où il y a des projets qui ont connu plus de succès que d'autres, parce que tout simplement, il y a plus d'espace vert, plus de terrasses, plus d'infrastructures par rapport à ce qu'on avait auparavant, et même au niveau du social, nous avons vu des comportements où les familles n'arrivent plus à vivre ensemble. Chaque individu de la famille, il souhaite avoir son logement, et donc ça a généré énormément de dynamique, même au niveau du social. Maintenant, la dynamique au niveau du standing, peut-être on ne l'a pas bien décortiquée, c'est qu'elle a tout simplement bénéficié des situations de marché où les prix sont toujours tirés vers le bas, puisqu'il y a une demande qui est là. Malgré la cherté des inputs de la matière première, malgré la cherté du foncier, il y a une situation de marché où on a une très bonne opportunité d'investir au lieu d'attendre d'ici 2 ans, parce que les prix forcément vont repartir. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas prédicateur, vous êtes directeur du Ils vont augmenter. commercial et marketing au immobilier, mais vous considérez que d'ici l'horizon 2030, il pourrait y avoir un pic de tension au niveau des prix Les prix vont augmenter. Voilà, forcément, parce que à l'intérieur un peu de cette dynamique crédit acquéreur, il y a quand même une performance particulière, c'est celle des MRE, des Marocains du monde, comme on les appelle maintenant. Et bien, nous avons connu quand même, ça fait 3 ans, une montée en puissance des acquisitions des MDL au Maroc. Et une clientèle assez avertie pour se positionner sur les meilleurs projets. Et c'est ce qui a dynamisé le marché du standing, partiellement. Mais tous ces indicateurs, nous devons les décrypter pour mieux orienter un peu les futurs projets et surtout comment se projeter à l'avenir. Donc, en tout cas, le GPG prédit un pic de tension sur les prix de l'immobilier à l'horizon 2030. C'est ma bête philo. Je vais rebondir sur ce que vous dites. On voit que les résidences de l'Ostendie qui sont, il y a une demande qui achètent. C'est des gens qui ont vendu leur villa à zone immobilière. Ils touchent 10 millions, 12 millions de terrain, et ils préfèrent habiter dans un appartement de l'Ostendie. Ça, c'est un raisonnement qui est logique, on l'a vécu. Maintenant, ça, je vais rebondir sur un sujet qui est très important au niveau de Casablanca surtout. Quand chaque immeuble, 90% des immeubles, des petits immeubles anciens, sont entrés dans le patrimoine, sont devenus patrimoine. Et donc, il n'y a aucun élément d'appréciation pour dire que c'est un bien qui rentre dans le patrimoine. Il y a même des immeubles vétustes. C'est honte de le laisser garder comme ça. Donc là, pourquoi ils ont fait ça? C'est dans le quartier de Bouddha. Dans les quartiers de Bouddha, pas nous. C'est des villas il n'y a pas quelque chose qui va dire que c'est un patrimoine. On l'a, parce que c'est le patrimoine. Essayez de faire la rénovation. Pour donner une image de marque de la ville de Casablanca. Elle est simple. Elle est l'expropriation. L'expropriation. D'abord, actuellement, la mairie de Casablanca, quelle est l'expropriation? Chef Ouhadi, on l'exproprie. Je ne vais pas citer un sujet qui date d'hier. Ils ont exproprié un bien qui est démoli. Pourquoi? La mairie a décidé à l'unanimité de l'exproprier avec le terrain. Il a été acheté par un promoteur. L'autorisation générale, ils ont autorisé le projet. On a excellent. Donc, les réformes, le politique ne peut pas faire de réformes. Il n'a pas d'expérience, il n'est pas professionnel. C'est à nous ensemble, tout l'écosystème, c'est lui qui va faire des réformes. Et il est présent au niveau du ministère de l'Habitat, à la chancellerie urbaine, à la conservation foncière,
Nous avons tout un écosystème, là. Il y a des gens qui sont instruits, ils se connaissent, ils ont de l'expérience. C'est comme ça qu'on peut. Mais les réformes politiques, on a vraiment idéologique. Est-ce que c'est un point de vue partagé par Khalid Yousfi? Moi, je pense que je vais citer juste un exemple frappant à Rabat, quartier de la Guerre. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, c'est lequel. Des immeubles R+4 qui étaient destinés à la location, qui se sont convertis en hôtel. Je ne sais pas si les banques soutiennent à fond ce genre de projet, mais il y a cette transformation de l'urbanisme qu'on va connaître d'ici fin 2030. La question qui se pose pourvu que ça dure. Moi, je pense pour le futur de l'immobilier au Maroc, je crois que c'est une affaire qui concerne tout l'écosystème, y compris les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne peuvent pas exclure le professionnel et vice-versa. On doit travailler ensemble, réfléchir ensemble. Moi, je voudrais plutôt parler d'organiser les assises nationales sur l'immobilier, à l'instar des assises nationales sur la politique foncière, des assises nationales sur la fiscalité. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudra prendre l'approche des pouvoirs publics pour proposer l'urgence d'organiser ces assises et sortir avec des recommandations, avec des choses concrètes sur plusieurs volets, notamment le volet réglementaire qui fait peur, mais malheureusement, ça relève du pouvoir du politique. On n'a pas le choix. Une loi doit absolument passer par le Parlement et par la Chambre des conseillers. Je pense que les professionnels sont ouverts à débattre. Il y a beaucoup de propositions. Maintenant, ce qu'il faut, c'est concrétiser et donner de la visibilité. Donc, voilà. Bon. Merci à vous. Oui. C'est également ensuite, je vais donner la parole à Petite précision. D'interactivité avec cet espace. Petite précision pour les indemnités qui seront accordées à l'occasion des expropriations. Si on prend par exemple l'exemple des Disneyland, les gens ont été expropriés à 300 dirhams, et après l'indemnisation, les terrains sont condamnés à 8 000 dirhams. C'est-à-dire le mètre carré. 8 dirhams, c'est-à-dire la vente par la suite de 8 dirhams. Oui. Il n'y a pas de juridique de la L82 sur le texte sur les expropriations. Ça, c'est un bon problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait le contrôle à posteriori. C'est-à-dire que c'est l'État qui commence à faire de la spéculation, et les propriétaires anciens doivent être indemnisés à juste titre. C'est un premier problème. Deuxième problème, nous avons aujourd'hui un dossier au tribunal administratif. L'État avait exproprié à l'époque des protectorats un grand terrain dans un quartier très élevé pour en faire une caserne pour les gendarmes. Par la suite, ce terrain a été transformé pour un supermarché. Est-ce que les propriétaires anciens, est-ce qu'ils ont le droit de récupérer le terrain, ou du moins demander une juste indemnisation pour cette, je dirais, entre guillemets, cette expropriation qui est abusive? Ce sont des questions sur lesquelles il faut vraiment revenir. Il faut qu'il y ait des réponses pour le DAE 82. Parce que, et il faut savoir une chose, la propriété privée, il est protégé par un texte constitutionnel. Parce que ce n'est pas par un texte réglementaire ou par une loi ordinaire, c'est la Constitution. Donc ça, c'est un problème qu'il faut parfaitement évoquer. La Constitution, on qualifie souvent de loi suprême. La salle, si vous avez effectivement la